Non, c'est ce qu'on t'a montré. Mais aujourd'hui, le label, il est plus là. Pourquoi ils travaillent pas ensemble, là? Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on a voulu te montrer. Et il faut faire attention. C'est pour ça que quand je dis, vous n'étiez pas allé au mariage. Dans le divorce, il faut éviter de parler. Maintenant, moi, je faisais part égale. Lui, ce qu'il voulait, en réalité, Gims, quand il dit il a fait une révolution, il a fait une révolution pour lui. Lui, il voulait augmenter son salaire. On essaie de trouver une solution pour pouvoir récupérer ces 2 albums que j'ai pas eu. Et c'est de là l'accord qu'on trouve avec Gims et la section d'assaut. Un accord où il rembourse un peu et il nous donne l'album de la section d'assaut, Le Retour des Rois. Non, mais Tiakola, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pu accompagner, mais on reconnaît la valeur d'un homme au nombre de fois qu'il est tombé. Aujourd'hui, il est jamais tombé, il était autour de Dawala. Mais les gars, vous avez oublié qu'il voulait pas faire chanter mes artistes, Gims, qu'aujourd'hui tout le monde adulte, qui voulait pas le faire chanter. C'était moi qui étais là. Donc, c'est ça que je suis en train d'expliquer aux gens en disant, attention, vous êtes en train de me dire que je vais bloquer quelque chose que j'ai créé. Et même le truc de la section d'assaut, le dernier album, je voulais absolument le faire, pas que pour les ventes, mais pour l'histoire. Moi, c'est Fan Le Cerf, fondateur de 135, une agence qui accompagne les artistes en business affaires et label services. Il y a 2 ans, on a lancé le podcast Rap Boss dans lequel on interview les professionnels qui font le rap français. En 22 épisodes, on a reçu du beau monde. Pauline Duhart qui a signé Gazo et dirigé Epic, les fondateurs de Yard derrière Yardland ou Les Flammes, le manager de Zamdan ou encore celui de Franglish, Alassane Konaté qui a signé Tiakola, l'avocate de Nino ou encore plus récemment Le Motif. On a même sorti un livre, Rap Boss, comprend les coulisses de l'industrie musicale dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Après 2 saisons exclusivement en audio, en podcast, on a décidé, après de nombreuses demandes de notre communauté, de enfin sortir sur YouTube. Et qui de mieux pour inaugurer cette chaîne que la légende du rap français, Dawala. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter nos anciens podcasts sur les plateformes de streaming comme Spotify, Apple ou Deezer. Je vous mets le lien directement en description. J'en profite pour remercier les partenaires de cette vidéo, la SCPP, partenaire numéro 1 des producteurs de musique, le Centre National de la Musique ou encore Grand Paris Studio à l'enregistrement. Pour lancer en beauté cette saison 3 de Rap Boss, la première sur YouTube, je reçois une véritable légende du rap français, le Wati Boss Dawala. Né en France, il grandit au Mali avant de revenir en région parisienne à l'adolescence. Passionné de foot, il fera ses premiers pas dans le rap en produisant la compile PSG Pur Son Ghetto en 2001. Très vite, il se prend de passion pour la production et fonde le label Watibé sur lequel il signe le groupe mythique Intouchable avec Demo One et Dry de la Mafia Quinfri. En 2005, il croise la route de jeunes rappeurs qui formeront la section d'assaut. Après plusieurs années de développement acharné, ils vont ensemble atteindre les sommets et redonner un nouveau souffle à l'industrie du rap français. Dawala produira ensuite les premiers projets de la plupart des membres avant que les relations se tendent dans des polémiques très médiatisées. Mais réduire Watibé à la seule section d'assaut serait une erreur. Dawala, c'est aussi des dizaines de projets produits, de Tiakola à Catcuss, une marque de vêtements devenue culte, une myriade de produits dérivés, jusqu'à l'annonce toute récente du rachat de Watibé par Sony Music France en 2025. Dans cet épisode, on va revenir sur 25 ans de carrière, la success story Watibé, mais aussi la relation entre producteurs et artistes pour le meilleur et pour le pire. Dawala, comment ça va? Ça va? Bah très cool que tu sois là. En vrai, ça fait longtemps que je veux t'interviewer. Ouais, je sais. Merci pour l'invitation. Et en plus, tu tombes du coup sur le premier épisode sur YouTube. Donc c'est un truc qui était très demandé par nos auditeurs. Et du coup, bah quoi de mieux que de commencer directement avec toi? Super. Et du coup, ma première question, c'est toujours la même. À quel moment tu as su que tu voulais bosser dans le rap? D'abord, merci pour l'invitation. Bosser dans le rap, en fait, moi, je suis tombé dans la musique sans le vouloir, en fait. Moi, c'était beaucoup le football. Et à la musique, je suis tombé dedans en voulant aider les jeunes de mon quartier qui voulaient faire un morceau. Okay. Et de ce morceau-là est parti en 99, est parti la compile Pur Son Ghetto, qui est sortie en 2000, si je me trompe pas. Et mon amour est rentré dedans. Et en même temps, les personnes qui ont travaillé avec moi, ils ont vu que j'étais quelqu'un d'engagé, je pense, et quelqu'un de, comme on dit, un peu carré. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé, en fait, de produire Intouchable, La vie de rêve, qui a été fait en 2005. Là où il y a eu le premier morceau que j'ai pu passer en radio avec le featuring Intouchable, Tonton David, Si tu cherches pas la gagne. Donc mon amour, il est tombé dedans en aidant les jeunes de mon quartier, en vérité. Ok, donc toi, c'était plus... Ta passion, c'était le foot. T'as eu l'occasion de produire un morceau. C'est un peu parti... en beaucoup plus gros parce que t'as produit une compile. C'est quand même important parce que c'est une compile de freestyle dans laquelle t'as des gros noms de l'époque. T'as Rof, t'as Kerry James. En fait, t'as quasiment tout l'entourage Mafia Quinfri. T'as l'entourage Mafia Quinfri parce que j'avais un cousin à moi. Nous, les Maniens, on est nombreux. On a des cousins un peu partout. J'avais un cousin à moi qui s'appelait Popa, qui était en relation. J'avais aussi des mecs de mon quartier qui étaient en relation avec le 9-4. Ouais. Donc, j'ai eu une facilité de ramener, ce soit 113, ce soit AP, soit Rof.
Et aussi dans le 9-5, j'ai eu Lino. En ce temps-là, j'ai eu FD Phénomène. Donc j'ai eu beaucoup de noms. Mais c'est surtout le pur son ghetto, le football. Je pense que c'est ça qui a beaucoup joué. Et la stratégie aussi qu'on a mis en place. Parce que dans le temps, on faisait des t-shirts déjà. On vendait dans la 405. Voilà, je pense que c'est ça, cette relation entre le football et la musique, en sachant que c'est ces deux vecteurs qui n'ont pas de frontières. Et tu peux aller à Marseille, t'allais même un peu partout, tout le monde connaissait Pur Son Ghetto. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? Je devais avoir à peu près 23 ans. Ok, c'est il y a presque 25 ans, donc c'est une autre époque. Mais produire une compile comme ça nécessite quand même, j'imagine que tu le vendais pas en magasin, c'est un truc que vous vendiez main à la main ou il y a une vraie sortie physique? Non, il n'y a pas eu de sortie physique parce que c'était des cassettes. Ok. Donc c'était main à main. Ouais. Et il y avait à Châtelet-Léal aussi un magasin qui était spécialisé. Tous les gens de banlieue et un peu partout en France, ils venaient et ils achetaient là-bas et ça a aussi fait un gros buzz par rapport à ça aussi. Et quand tu fais cette compilation, parce que du coup c'est à partir de ce moment-là que tu te passionnes en vrai pour la production, mais est-ce que t'as réussi à gagner de l'argent dans ces compilations-là? Dans les compilations, je vais pas dire j'ai gagné de l'argent. Je vais pas dire j'ai perdu de l'argent parce qu'en vérité, quand je l'ai fait sur l'amour. Je faisais comme ça. Je pense que j'ai un peu pris. C'est pas des millions. Mais t'as quand même vu que tu pouvais en faire ton métier grâce à ça? Non. Même pas. C'est juste non, en mode. Même pas. Au début, c'était la passion. Ok. En vérité, quand tu regardes, c'était la passion parce que on perdait avec on gagnait peut-être avec les cassettes, on perdait avec les t-shirts parce qu'on les avançait. Et donc après, il fallait les récupérer. Donc en vérité, il y a pas la gagne. Mais ce qui était magique, c'est que les personnes qui mettaient, c'est comme un club de foot, hein, les personnes qui mettaient le t-shirt Pur Son Ghetto, c'est comme si c'était des supporters, des partisans de ce projet-là. Et ça, c'est un truc qui reviendra beaucoup dans ta carrière, c'est que j'ai l'impression que t'as vraiment ce truc de dire, t'as vraiment misé sur le textile pour mettre en avant les marques des projets sur lesquels tu bossais. Tu vois, par exemple, Watibé, on en parlera un peu plus tard dans l'interview, mais c'est vraiment un truc où j'ai l'impression que la stratégie d'avoir des shirts Watibé partout a été importante pour toi, pour faire passer le message global, quoi. Ça a été plus facile. C'est vrai que les artistes ont beaucoup aidé à ce développement-là, parce que quand j'ai commencé à faire de la production, la réussite de cette production-là, elle a pas commencé quand on a commencé à vendre les CD. C'est l'histoire. Comment elle a commencé, parce qu'on a commencé à faire les t-shirts pas pour vendre ou la stratégie, c'était vital. Aujourd'hui, je travaille avec des artistes, ils travaillaient pas, il y avait pas on gagnait pas d'argent en vendant des CD, et donc la seule chose qu'il fallait faire, c'est trouver des stratégies pour pouvoir gagner de l'argent. Okay. Donc on avait fait des t-shirts, je suis sénégalais, tu vas faire quoi? Donc on vendait un peu partout, et c'est grâce à ça que on arrive à arrondir les fins de mois. Ok, c'est un peu la discussion qu'on a eue avec Alassane Konaté, qui était chez InRecord, et en fait il disait que l'économie de son label reposait principalement sur le merchandising, à une époque où tu vendais pas beaucoup de CD. On va parler d'Intouchable. Donc en gros, après la compilation, tu commences à travailler avec eux, c'est ça? C'est que là tu commences à les produire? Après la compilation, comme je dis, tout s'est bien passé. Si je me souviens, parce qu'on parle de 2005, Dry, Démon voulait bosser avec moi, chercher un producteur. Okay. Bon, ils m'ont demandé, et donc j'ai accepté. Okay. Et de là, on a mis beaucoup de choses en place. On est reparti en studio. J'ai écouté parce qu'ils avaient déjà maquetté beaucoup de choses et tout ça. D'ailleurs, le morceau La Gagne était sur le côté. J'ai dit non, c'est ce morceau-là. Okay. C'est ce morceau-là, c'est le tube. Et de là, voilà, a commencé un peu mon amour par rapport à la musique. Mais c'est vrai que j'étais pas obulé sur la musique. Moi, c'était plutôt le foot. Okay. Où vraiment, c'était toute ma vie, le foot. Ok. Le projet, du coup, La Vie de Rêve, l'album que tu produis avec Intouchable, il sort chez EMI, qui est une maison de disque, une grosse maison de disque à l'époque. Donc toi, c'est ta première collaboration avec une maison de disque? Tout à fait. Et du coup, c'est un deal qui était en cours avant que t'arrives, ou c'est toi qui étais dans la boucle dès le début? C'est moi, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que on est déjà parti, au lieu de signer directement dans une maison de disque, on a préféré investir. Ouais. Et préparer l'album, finir l'album, le faire écouter et ensuite signer le deal. Ok, ça t'a permis de rester producteur, du coup. Oui. C'était quoi? C'était une licence à l'époque, un truc comme ça? Ouais, c'était une licence. Ok. Et du coup, comment toi tu te formes à ce moment-là? Parce que c'est compliqué, les maisons disques maintenant, tu vois, on fait des contenus, donc les gens comprennent de plus en plus comment ça marche. Mais il y a 20 ans, c'est super obscur. C'est dur de comprendre le type de contrat. C'est, tu vois, par exemple, le fait de demander une licence à licence, c'est que toi, tu restes producteur et la maison disque s'occupe du marketing, de la communication. Mais à l'époque, il y a plein de gens qui auraient juste revendu l'artiste, revendu l'album pour ne pas avoir à gérer. Et finalement, comment toi, tu comprends tout ça? Comment tu te fais accompagner? Mais je comprends sur le tas, en fait. Ok. Au début, j'arrive, je vais être producteur, j'apprends comment on enregistre des morceaux, j'apprends tout sur le tas avec Intouchable. Ok.
C'est vraiment avec eux que tu te formes, en vrai. Donc on prend un manager, on prend tout ce qui va accompagner un artiste quand il sort un projet. Ouais. Et moi, je reste en tant que producteur et je vois comment ça fonctionne. On a pris une avance, on est parti en studio. Il y a eu ceux qui ont fait des prods, il y a eu tout ça et ça y est, il y a plus de monnaie. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, j'étais moi-même obligé de faire les bacs. Ok. Comme j'ai dit, c'était de l'amour, c'était pas le producteur ou truc. Okay. Voilà, c'était plus une famille où on était tous soudés. On partait avec un DJ, un backer. Moi, je conduisais et on faisait le tour de la France. Et quand tu fais Intouchable, ça devient une activité vraiment professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand même un succès à l'époque avec notamment le morceau La Gagne. Est-ce que toi, à ce moment-là, ça devient une activité où tu te dis c'est ça? En fait, je dis pas le côté enrichissement personnel, mais plus le côté où maintenant je peux en faire mon activité principale dans ma vie. Non, pas là. Je sais même pas si on a fait disque d'or avec cet album-là. Ouais. Donc non, là, on sort un album, on peut tourner sur 1 an, ouais. Où on peut prendre des petits cachets pour survivre. Mais à côté de ça, eux, Mafia Qu'un Free, ils sortent leur album et ils ont plein de disques d'or. Et c'est là, moi personnellement, je vois la première fois, je vois des disques d'or, je vois tout ça, je dis ah ouais, c'est bien. Mon rêve, ce serait, moi aussi. Donc, c'est-à-dire, derrière, je touchais son disque, je disais, ah ouais, bien. Et tout ça, peut-être un jour, voilà. Et toi, tout de suite, t'as une logique de te dire, je vais être un label qui va pas ça. Parce qu'en fait, souvent dans le rap français, t'as des producteurs qui bossent avec un seul artiste. Et nous, maintenant, on voit le Watibé avec le recul, où c'est le côté où t'étais en mode la maison mère Watibé, qui va produire plusieurs artistes. Est-ce que c'est un truc que t'avais déjà en tête, et ce qui fait que t'étais à l'écoute d'autres artistes, comme ça va être le cas avec la section? Ou est-ce que toi, à la base, ton plan de carrière, c'est déjà de faire Intouchable et pas forcément d'en faire d'autres? Moi, c'était Intouchable. J'avais pas de plan de carrière. Tout est arrivé un mois après. Les artistes qui sont venus, quand je les ai pris, je les ai sentis. Après, il faut savoir que, comme tu as si bien dit tout à l'heure, moi, j'ai grandi au Mali. Et au Mali, on est nombreux. Les cousins, les familles, tout ça, c'est la même famille. Donc, quand je suis arrivé ici, je pense que les producteurs, ils avaient beaucoup peur des groupes parce que c'est beaucoup de dépenses. Et moi, j'étais habitué d'où je viens. Quand les gens ils disaient ouais, reste avec lui, il est plus fort, reste avec lui, il est plus fort. Moi, j'ai toujours voulu rester en groupe parce que je sais même celui qui est le plus faible, demain, il va t'aider. Justement, là, on va arriver sur la partie. En fait, l'interview va être un peu particulière parce que tu as déjà fait pas mal d'interviews. Ça fait un moment. Le dernier interview doit faire à peu près 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ta carrière, qui ont été dites sur la section d'assaut, qui ont été dites dans différents médias et des fois par interview interposée, puisque c'est des fois des artistes qui ont parlé sur Watibé, qui ont donné leur version des choses et tout. Et moi, la particularité Rap Boss, c'est que c'est un podcast qui est plutôt axé business de la musique. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec l'histoire de Watibé, avec ton histoire, avec ce qui se passe avec les artistes, c'est que on a des bribes d'informations, mais on rentre assez rarement dans le détail. Et nous, on a la chance d'avoir un public qui comprend le détail. Donc, le but de cette interview, c'est revenir sur certains moments clés de ta carrière, avec la section, avec Gims, avec Tiakola plus tard, et de pouvoir rentrer dans des sujets un peu plus techniques pour qu'on ait une compréhension, parce que à travers vous, on va comprendre plein de choses qui se passent dans le milieu de la musique. Et le but de cette interview, c'est aussi de rentrer là-dedans. C'est de pouvoir rentrer dans des détails, des trucs qui sont importants, et surtout des différentes époques. Je pense que quand t'as connu le début de la musique, les premiers contrats dans la musique, et les contrats maintenant, t'as vu que les conditions, elles ont complètement changé. J'imagine quand tu fais. Et c'est normal. Oui. C'est l'évolution, hein. C'est comme les contrats de foot. Ouais. Avant les contrats et les salaires qu'ils avaient, aujourd'hui c'est pas les mêmes. Donc c'est-à-dire que si tu parles du salaire d'avant d'un footballeur, que ce soit des gros noms, hein, que ce soit Maradona, que ce soit tout, et aujourd'hui on dirait non, c'est pas. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir su passer 3 générations du monde de la musique, ce qui est rare aujourd'hui et difficile. Et je pense que ce qui va être aussi intéressant, c'est que même toi, contractuellement, à tes débuts, quand tu négociais avec les maisons de disques, je pense que le rapport de force, la difficulté, c'était plus de trouver un contrat. Je pense que, notamment, après Intouchable, c'était un nom qui était identifié. Mais je pense que, par exemple, sur la section, les premiers contrats, la difficulté, c'était pas d'avoir un bon contrat, c'était déjà d'avoir un contrat. C'était déjà d'être visible. Exactement. Ce que les gens, ils oublient, c'est que la section d'assaut, j'ai mis 1 an, 2 ans, une fois qu'on avait commencé à sortir les premières compiles. Déjà, les premières compiles, on les vendait main à main. Et une fois on voulait démarcher dans les maisons de disques, c'était très très compliqué. J'ai fait pratiquement tous les maisons de disques, c'était très très compliqué. J'ai eu la chance de tomber sur Because et une bonne relation qui s'est posée entre nous. Donc j'ai pu sortir le premier projet de la section d'assaut. Ouais. Mais c'était pas facile. Il faut savoir aujourd'hui, section d'assaut, ils ont rallié la variété au hip-hop. Aujourd'hui, on a changé le cours, on va dire, de la musique parce que le rap, il avait aucun rapport avec la variété. Ouais. Aujourd'hui, la chance qu'il y a eu, c'est qu'un groupe comme Section d'Assaut, ils ont réussi à fusionner avec cette musique-là pour créer aujourd'hui ce qui se passe dans le monde de la musique. Carrément. Ça, on va y revenir après. Moi, donc déjà, la rencontre avec la Section d'Assaut, c'est vers 2005, c'est ça? C'est ça, c'est 2006, je pense, 2005. Okay. 2005-2006. En fait, il y a eu beaucoup de moments où vous bossiez ensemble, vous étiez pas signés ensemble. Comment ça s'est passé, en fait?
en fait, moi, sur l'album de Dry, après Intouchable, comme Dry, il fait des featuring un peu partout, que ce soit à Grigny, que ce soit à Paris, tout ça. Moi, je le rejoins souvent en studio. Donc, quand j'ai rejoint en studio, c'était le featuring avec H. McDom. Et de là, il y avait la section, il y avait H. Il m'a dit, bah tiens, c'est mes petits, écoute ce qu'ils font, tout ça. Et de là, j'ai écouté. Donc, j'aurais dit, voilà, c'est pas facile. Venez, on va essayer de voir comment on va travailler ensemble et tout ça. Et de là, il y a eu un lien qui s'est fait. Et moi, j'étais souvent avec Gims. Depuis, bah, il venait toujours. Après, on a travaillé, on a commencé à faire toutes les freestyles, tout ce qu'on a fait pendant au moins 7 années. Et ça que j'explique, c'est que avant de produire, par exemple, la section d'assaut, il faut savoir que j'ai pas été leur producteur, j'ai été leur grand frère, j'ai été leur oncle, leurs parents, tu vois, parce que il y a eu plus que la musique derrière. Mais toi, ça, par exemple, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui rend le truc un peu flou d'extérieur. C'est que quand quelqu'un dit, ouais, c'est un peu la famille, c'est un peu mon grand frère, il y a un espèce de côté flou qui peut penser quelque chose qui est un peu de la manipulation là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, le côté, je suis leur grand frère. Mais toi, concrètement, c'était quoi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque qui allait au-delà le rôle du producteur, c'est, je finance les albums, je les sors. Toi, qu'est-ce que tu faisais qui allait au-delà de ce rôle-là? Bah, moi, j'étais à l'écoute. C'est-à-dire, j'étais à l'écoute. On venait, on mangeait ensemble, pratiquement tout le temps, hein. On était à Bagnolet. On mangeait dans les restaurants. Après, tous les problèmes que les artistes avaient, que ce soit les problèmes de logement, bah, j'allais, que ce soit les problèmes des parents, bah, j'étais là. Donc tous ces problèmes de la vie. Oui, je finançais. Qui doit financer ça. Ouais, tout à fait. Il y avait des gens qui avaient des problèmes avec leurs frères, il y avait des embrouilles, que ça soit au niveau des logements, que ça soit au niveau de tout ce qui concerne la vie et les problèmes, des problèmes d'un jeune. C'est-à-dire un jeune, quand il commence à être majeur, les parents, ils veulent pas qu'il traîne. Il va va travailler. Pourquoi tu me parles de musique? Il va travailler. Donc, tous ces problèmes-là, mais là, on peut plus faire de la musique parce que nos parents, ils veulent qu'on ramène de l'argent. Donc, comment on fait? Bah, les gars, on va faire des t-shirts, on va vendre, vous allez ramener de l'argent. Tu vois? Donc, tous ces systèmes-là. Et après, une fois qu'on a commencé à être connu un peu en 2010, 2012, c'est là que, voilà, on peut commencer à vivre un peu de la musique. Mais au début, non, c'est système D. Et c'est toi qui finance tout ça avant les revenus de la musique. Oui, c'était normal. Et c'est là que je parle de grand frère. Je parle pas de grand frère comme un artiste qui arrive. Non, je parle de grand frère parce que il y a eu des actes. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que un Gims, quand nous on a commencé en 2000 avec la section d'assaut, quand je parle avec c'est le mec qui est toujours avec moi. Donc on sert un peu dans la voiture pour le ramener avec nous, pour tourner et même pour aller chanter. Les gens ils veulent pas qu'il chante parce qu'il est pas connu. Et même si aujourd'hui je vais dire que je payais pour que Gims y chante, ils vont jamais te croire. Aujourd'hui. Mais c'est la réalité. Et toi, parce que c'est, avant que tu signes, il y a eu des années. Donc c'est beaucoup d'investissements financiers. Mais toi, tu faisais quoi? C'est l'argent que tu touchais sur Intouchable qui te permettait de réinvestir? C'était quoi ta logique? Comment t'arrivais à financer tout ça? En fait, un peu de tout. Ça veut dire que, des fois, par exemple, j'allais en concert avec Intouchable, j'avais un peu, donc je pouvais partager un peu. Après, moi, je travaillais. Je fais de la plomberie. J'étais chauffeur poids lourd chez Gravelot. Je travaillais à la ville de Paris, donc, au gymnase là où on a fait et aussi j'étais en semi-pro. Donc ça veut dire que je touchais un peu partout. J'étais quelqu'un, franchement, j'étais voué à travailler, à faire du sport, le foot que j'aimais et ce plaisir-là, c'était d'être ensemble, l'envie d'être ensemble. C'est-à-dire il y avait, je sais pas, ça roulait en fait. Moi, je pense que cette réussite-là qu'on a eue et que j'ai eu et tout ça avec les artistes en groupe, c'est qu'il y a eu de l'amour en vérité. Avant même qu'il y a eu des problèmes, il y avait de l'amour, il y a eu du respect, il y a eu tout ce qui a fait que on a émergé, on a réussi à faire qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on a fait quoi. Quand vous faites cette première signature avec Because, au moment de sortie de l'écrasement de tête, qu'est-ce que ça change pour vous? Bah déjà il y a un engouement. Et on est là, on va être placé parce que t'es personne. Tant que tu sors pas d'album ou de projet, tu sais pas où tu te places. Un artiste, avant de sortir son projet, on va dire, il a un peu peur. C'est comme un footballeur avant un grand match. C'est normal. Il y a ce petit stress qui fait que quand on sort ce projet-là, on est attendu et on tombe rupture de stock. Et là, bon voilà, ça se prend un peu la tête, pas beaucoup, mais ça se prend un peu la tête parce qu'on se dit voilà, on aurait pu vendre plus. Mais en vérité, avec du recul, pour moi, je pense que c'était une bonne chose parce que quand il y a une rupture, ça fait que les gens, il y a une demande en vérité. Donc il y a eu cette rupture-là qui a fait que Sony après est venu. Justement, parce qu'en gros, vous sortez le premier projet chez Because. À l'époque, vous étiez en quoi? Contrat de distrib? Oui. Et donc là, toi, t'es déjà positionné en tant que producteur, donc t'as déjà un contrat avec tous tes artistes, et toi derrière, donc en gros, toi, t'es producteur de la section, t'as un contrat avec les artistes, et derrière, tu vas chercher un distributeur, en l'occurrence Because, qui va mettre le CD dans les bacs. Avant l'écrasement de tête, vous aviez jamais été en magasin? Non.
Ok, c'était que du main à la main. Maman. Donc vous sortez l'écrasement de tête, qui a un succès, mais il y a une rupture de stock assez rapidement, parce que Axel l'a expliqué dans le Rap Boss qu'on a fait la dernière fois, où il disait qu'en gros, la maison 10 s'attendait pas qu'il y ait autant de demandes. Donc du coup, ils avaient pressé un nombre limité de CD pour éviter qu'il y ait de la perte. 3000. Et voilà. Et en fait, les 3000 sont partis super vite. Et du coup, ça a créé un peu cette frustration du public de, on peut pas acheter le CD de la section. Donc, si jamais c'est en rupture de stock, c'est qu'il y a un gros succès. Mais du coup, vous bossez avec Because. Et l'album d'après, vous signez chez Sony. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que vous aviez pas une obligation de continuer avec Because? Et pourquoi t'as changé? Quand j'arrive, on sort le premier album. Ouais. C'était pas connu. Personne voulait de la section d'assaut. Et il faut savoir que j'ai investi moi-même mon argent pour pouvoir faire tout l'album et les clips. Et je en distrib là-bas. Et pour qu'ils acceptent la distrib, si je me rappelle, c'était si je me trompe pas, 55-45 ou 60-40, tu vois. C'était un vrai truc. C'était vraiment plus parce que ils voulaient vraiment sortir ce projet-là. Okay. En vérité, c'était un projet à perdre puisque au niveau du deal, en vérité, comme personne nous connaît, donc c'est ça. Donc maintenant, on sort le projet. Il y a cette frustration parce qu'il y a 3000, ça a été vendu vite. On se dit, on aurait pu vendre plus. Mais comme j'ai dit, moi, avec du recul, c'est très bien. Parce que quand il y a rupture, ça parle. Ouais. Et donc, pour nous, ça nous a fait grandir. Et, derrière, on est nombreux. C'est que les gens, ils comprennent pas, on est nombreux, très nombreux. C'est-à-dire qu'il y a les artistes et il y a aussi un peu les proches des artistes. Donc, pour pouvoir faire un album, t'es obligé de donner au moins 5000 chacun, et obligé d'aller en studio pour enregistrer, obligé de faire tous ces trucs-là. Et là, on vient de sortir un album. Pour récupérer la réussite, tout ce que t'as investi, il faut 1 an minimum. Tu vois. Et de là, je démarche un peu les maisons de disques et tout ça. Sony m'offre un tout petit peu plus, et donc tout naturellement, c'est Sony. Donc en gros, toi, t'as signé chez Because, vous avez fait un seul projet. Un projet, on a signé de toute façon. Voilà. Et derrière, t'étais libre, toi, t'as refait, est-ce que à ce moment-là, t'as dû refaire le tour des maisons de disques comme avec Because, où c'est toi qui devais convaincre, ou est-ce que grâce à la rupture, c'est les maisons de disques qui venaient à toi? Grâce à la rupture, c'était plus facile. Du coup, tu signes en distrib, et les projets en développement, ils sont en licence. Les projets en développement, ils sont licenciés. Ok, d'accord. Donc là, vous signez chez Sony, et là, vous sortez le premier album. Le premier album avec Sony, qui est du coup l'école des points vitaux. Et en fait, quand l'école des points vitaux il sort, vous faites un énorme démarrage et vous êtes certifié très rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'écrasement de tête et l'école des points vitaux pour avoir une aussi grosse progression? Déjà, il y a eu beaucoup de freestyle, beaucoup sur le terrain. Comme je dis, beaucoup de petits trucs sur les réseaux. Les réseaux, ils commencent à démarrer. On a des stratégies où on fait des concerts à Bastille, juste à côté, où c'est pas des tickets, c'est des t-shirts. Il y a plein de petites stratégies qui font que les mecs, ils commencent à comprendre un peu que voilà, il y a du flow, il y a du kickage, il y a un peu tout le monde. Et c'est un peu comme la mafia Quinfri, c'est que les mecs de quartier, ils se voyaient en nous. C'était Dawa, le grand frère. C'était les petits frères qui sont là, c'était ce que les gens ils ont envie en fait dans un quartier, c'est que on s'entraide quoi. Okay. Et là, je pense qu'il y avait ça, et je pense que c'est ça qui a fait que ça a pris cette mayonnaise. Après, c'est vrai que le Wati, c'était ça a beaucoup fonctionné parce que c'était une sauce en vérité arachide où tout le monde disait je suis avec ma Wati copine, je suis avec mon, toi. Quand tu fais du produit dérivé, du merchandising, etc. autour de Watibé, c'est-à-dire est-ce que les artistes ils ont pas une frustration que ce soit Watibé et pas eux? C'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe? C'est-à-dire que le mec il va porter du Watibé sans forcément être rémunéré, et si ça avance, il était rémunéré. Ok. Tu donnais un pourcentage de ce que ça a généré. C'est-à-dire que quand il y avait, par exemple, la tournée, à la fin, chacun prenait un pourcentage. Maintenant, faut savoir que c'est vrai que Watibé, c'était produit par Dawala depuis des années. Il peut être frustré, comme tu as dit, mais quand on a commencé au début, tous les investissements qu'il y avait, c'était Dawala. Ok. Grâce à Section d'Assaut, il y a eu cette visibilité-là de Section d'Assaut et aussi de Watibé. Et dans Watibé, par exemple, quand il est tourné et tout ça, les gens y touchaient. Peut-être maintenant, ils peuvent dire que on n'a pas touché assez, on n'a pas touché, mais par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui promotionne une marque, il va prendre peut-être 10%, 15% du bénéfice. Donc, grand maximum. Il y a eu un passage important dans la carrière de Section, c'est que après la sortie de l'école des points vitaux, au moment où vous êtes en buzz max, quelques mois plus tard, en septembre, donc c'est 2-3 mois après la sortie, il y a une énorme polémique parce qu'il y a eu des propos homophobes qui ont été reportés dans un magazine de rap, d'accord, qui ont été du coup attribués à Lefa, et ces propos-là ont fait une énorme polémique qui a du coup à ce moment-là ça a failli casser la dynamique autour de la Section d'Assaut. Je veux bien que tu nous expliques de l'intérieur comment toi en tant que producteur, quand t'as des artistes qui commencent à avoir un succès après des années de travail, qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup tout peut s'arrêter avec ces polémiques? Très très compliqué. On arrive, tout est beau, on connaît pas les problèmes en vérité de la musique, et ça nous tombe dessus alors qu'on est super bien, on est sorti des bacs.
Ouais. On tombe plus dans les radios et c'est chaud. Ouais. Moi, en tant que producteur, je suis obligé de défendre mes artistes et d'expliquer d'où ils viennent et essayer d'expliquer au mieux leurs pensées et ce qu'ils ont voulu expliquer exactement et que ça n'a rien à voir avec le conflit que les gens essayent de mettre. Et est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un truc où les autres peuvent se dire, au lieu de tout perdre, faut en sacrifier un? Parce qu'en fait, ça peut arriver dans un groupe. Tu vois, il y en a un qui fait une connerie, tu te dis, parce que toi, finalement, on voit des images où t'étais avec lui dans les interviews avec Lefa. Tout à fait. Mais on dirait, j'ai l'impression que t'étais tout seul avec Lefa dans la tournée des. Oui, des après on était tout seul parce que là, il fallait prendre ses responsabilités. Et moi, en tant que producteur, prendre aussi mes responsabilités. Parce que, en tant que producteur, comme je dis, en tant que grand frère, c'était à moi aussi d'expliquer et parfois, on fait tous des erreurs. Donc voilà, j'ai eu la chance de parcourir toute la France, de dialoguer toutes ces associations et après, il y a eu la compréhension et il y a eu les excuses qui ont été acceptées. C'est pour ça que c'est reparti. Après, maintenant, c'est vrai que à l'intérieur, c'était compliqué. Donc moi, j'ai dû prendre l'Élysée-Montmartre, organiser un concert contre la discrimination et en même temps inviter toutes ces radios qui nous ont sortis pour montrer que vous nous sortez, mais en fait nous il y a toujours du monde qui est derrière nous. Donc une fois que ce concert-là a été fait, j'avais appelé Génération, Skyrock, Laurent, j'ai appelé tout le monde et tout ça et ils ont vu que en fait il y a rien de violent dans ce qu'on fait. Donc automatiquement une fois que Skyrock nous a mis, tout le monde nous a mis. Et à ce moment-là, ton partenaire Sony réagit comment? Ben non, il est avec moi. Là, il est avec moi, Ils ont, parce que là, c'est on en est plus, ensemble, c'est matin, midi, soir, c'est rien une crise. Et ça a duré, tu penses qu'il y a eu combien de temps pour vous arriver à passer la crise? Ah, la crise, c'était compliqué, parce que déjà, tous les salles de concert annulées à la dernière minute, donc je fais que des pertes. Ouais. Je perds des cheveux. Et là, c'est le producteur qui perd. Tout ce qu'on a mis en place, on perd tout, je perds tout. Et je me retrouve face à, comment on va faire maintenant pour remonter cette crise-là? Ouais. Donc, je suis obligé de prendre l'artiste pour aller faire le tour et ouvrir mes autres artistes. Ouais. Et aller faire le tour et trouver des stratégies, comme je dis, des concerts, qui font que on s'en est sorti. Et ce qui nous a pas tué, qui nous a rendu encore plus forts. Après la sortie de l'école des points vitaux, il y a une mixtape avant de sortir l'apogée. Pourquoi vous avez fait une mixtape alors que vous étiez en Buzzmax et vous n'êtes pas arrivé directement sur un album? On n'était pas en Buzzmax puisqu'on venait d'une polémique. Ok. On pouvait pas arriver avec l'apogée. Okay. Donc il y a eu ce projet-là, c'est les artistes qui ont ramené. Je me rappelle, c'est Lefa. On va faire des morceaux, on va faire des clips, on va faire tata. Et donc c'était la première fois, chaque morceau était clippé. Okay. Mais quand on arrive à cette période-là, il y a plus d'argent. Plus d'argent parce qu'on est sorti de partout. Tout ce qu'on a investi, tout ce que j'ai investi dans les tournées, tout est perdu. Parce que du coup les tournées quand c'est annulé, toi t'as pas de remboursement en fait. T'as pas de remboursement, t'es mort. Ouais. T'es mort. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai, t'es obligé de réinvestir sur ce projet-là. Ok. Parce que même Sony, ils ont perdu aussi. Ouais. Donc là, on est obligé de réinvestir. Ok. Et là, c'était compliqué, c'était la période dure. Au moment où du coup la mixtape elle permet de stabiliser avant d'arriver à l'apogée, avant d'arriver à l'album. Quand vous sortez l'apogée, là vous êtes de nouveau dans une période où vous avez du succès avant l'apogée, c'est-à-dire que vous êtes dans une bonne disposition. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de travailler, de devoir être dans un groupe qui a déjà connu du succès? Est-ce que vous avez plus de pression? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que ça change pour vous? Et le fait d'avoir déjà eu du succès, ça rend pas plus compliqué les prises de décision? Parce que ça change. Parce que quand j'ai le succès, c'est aussi qu'il y a dans le succès dans l'école des points vitaux, ça a aussi mis en avant des individualités. Tu vois, Black M, Lefa, Gims qui ont commencé à se détacher. Est-ce que ça crée pas des rapports de pouvoir au sein du groupe en termes de décision? Oui, mais après, c'est vrai que personnellement, ils m'écoutaient beaucoup. Beaucoup. Il y avait cette logique aussi où les leaders, ils avaient plus de poids que les autres et c'est tout à fait normal. Voilà. Au moment de l'apogée, j'ai l'impression qu'il y a un morceau qui est important. C'est Avant qu'elle parte, qui fait une bascule dans leur carrière. Est-ce que c'est un truc où tout le monde était d'accord sur ce morceau-là, ou est-ce que parce que c'est de moins en moins rap en fait, ce que fait Section d'Assaut à ce moment-là? Il faut savoir que ce que fait Section et pourquoi c'est écouté, c'est parce que ils disent dans leur morceau des choses qu'on vit. Il faut savoir ce morceau-là, c'est un morceau d'Idy Agir qui perd sa mère. Okay. Et c'est un morceau qui lui parle et c'est pour ça qu'il vient à la fin et rap dessus. Et c'est un morceau émotionnel. Tout ce que nous on fait à nos parents, en fait, quand tu ouvres les yeux, que ce soit les gens qui sont en prison, que ce soit les personnes qui restent pas longtemps au téléphone avec leurs parents et tout ça, tu te retrouves dedans. Donc automatiquement, c'est des morceaux qui parlent. Et l'apogée, ça devient un succès énorme à ce moment-là.
il y aura une pause puisque chacun ira sur ses projets solo, mais à la toute base, après l'apogée, quand est-ce qu'aurait dû sortir le Retour des Rois? La difficulté qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, il y avait les projets solo. Ouais. Dans la musique, c'est compliqué quand t'as un groupe et que tu fais tes projets solo et que t'arrives à vivre et tu prends plus, c'est compliqué de revenir en fait. Mais à la base, eux, leur but c'était de revenir. Oui, le but de tout le monde, c'est de revenir. Mais toi, tu savais que ça allait être compliqué à partir du moment où ils partent en solo, ou tu l'as découvert à ce moment-là? Non, je savais que ça allait être compliqué. C'est tout à fait parce qu'en fait, chacun a son caractère. Ouais. Quand tu vis avec quelqu'un avant la réussite, avant même de sortir les projets, quand tu vis avec une personne pendant 6 ans, 8 ans, tu sais très bien comment ça se passait. Après, en dehors de ça, c'est-à-dire que nous, quand on s'est connus, on est des petits jeunes. Il y en a, ils avaient pas de femmes, ils avaient pas d'enfants, ils avaient pas de belle-mère. Et après, là, quand il y a le succès qui arrive, il y a tout ça qui est autour. Donc, c'est très compliqué. T'es pas tout seul. Donc, tes décisions, aujourd'hui, quand tu venais avec tout le monde, où on se parlait, et il y en a qui parlaient mal et tout ça, t'acceptais, c'est des trucs que tu peux pas accepter. Parce que derrière, il y a des mecs qui te chuchotent, mais c'est toi le plus fort, pourquoi tu vas là-bas, pourquoi t'écoutes, fais ton truc tout seul, et c'est normal, ça va avec le succès. Ok. De toute façon, ça, on va le voir à travers, là, on va parler un peu de Gims et son début en solo, parce que je pense que ça va permettre de comprendre un peu le raisonnement de toute la suite du groupe. Si lui, il a envie d'indépendance et qu'il a un buzz max, pourquoi il signe pas ailleurs? Ouais, il signe pas ailleurs parce qu'il a des problèmes. Ok. Il a des problèmes, il doit payer des impôts, parce que ça a quand même marché, l'album de la section d'assaut. Donc derrière, tu payes pas, tu dois payer. Donc il était en urgence quand il est venu chez moi. Okay. C'est parce qu'il est venu, c'était en urgence. Est-ce que tu avais une offre qui faisait que ça valait le coup par rapport aux autres? Ouais, j'avais la meilleure offre. Ok. Et c'est pas celui qui paye le plus vite, c'est celui qui met le plus. Après. Ok. Ok, donc en gros, toi, alors que Gims est devenu une star via le groupe, t'es capable de donner plus d'avance qu'un Universal, par exemple? Je pense, hein. Ok. Félicitations. Déjà, ça veut dire que Watibé, ça marche bien. Je prends 30 secondes pour parler de notre livre Rap Boss, comprendre les coulisses de l'industrie musicale. C'est un ouvrage qui reprend 10 interviews du podcast et réécrites sous forme de portraits. J'y ajoute des explications et du contexte que je n'ai pas le temps de développer durant les interviews. En plus, à la fin de chaque portrait, on a écrit une fiche pratique sur une notion clé de l'industrie de la musique. Les contrats d'artistes, la distribution, le rôle du manager ou encore le système des ventes et des certifications. En clair, c'est le livre que j'aurais aimé avoir à mes débuts pour mieux comprendre le business de la musique. Il est disponible sur rapboss.fr, à la Fnac et sur Amazon et sera bientôt disponible en e-book pour ceux qui préfèrent la version digitale. Tous les liens sont en description. Donc du coup, vous sortez le premier album solo ensemble et là, mon truc, à un moment, il y a un truc que je comprends pas moi d'extérieur, c'est que il signe chez Watibé, l'album sort chez Watibé et à ce moment-là, lui, il annonce la fondation de son label Monstre Marin avec Universal. Donc moi, la question que je me pose à l'époque d'extérieur, c'est de me dire, mais comment s'il re-signe chez Watibé, il annonce son label avec Universal? Je signe Gims en tant qu'artiste. Ouais. Mais il a le droit de produire. Ok. Je signe son image à lui et lui, il a le droit d'avoir un label. Ouais. Donc il a le label Monstre Marin et c'est là où on vient, je te explique que chaque réussite dans la musique, et on peut regarder un peu partout, il y a souvent des conflits. Il y a souvent des conflits parce qu'à un moment donné, on veut toujours plus. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur artiste, mais tu as envie aussi de produire. C'est pas un défaut. Ok. C'est juste la manière de le faire. Donc quand il s'associe avec Universal, c'est vraiment... Il s'associe avec Pascal Nègre, il fait une société... Pour d'autres artistes. Voilà, pour d'autres artistes. Dans sa tête, il va au bout du contrat avec Watibé. Voilà. Et peut-être plus tard, il signera dans son propre label. Tout à fait. C'est ça, ok. C'était ça le projet. Et du coup, ouais. Mais vous sortez 2 albums ensemble. Et là, à ce moment-là, lui, le 3e album, il le sort dans un autre label. TF1. Exactement. Parce que t'avais signé que 2 albums ou parce que... Non, parce que j'avais signé, en fait, le premier album, on l'avait fait, j'avais signé 2 albums après encore. Okay. C'était 3+1, si je me souviens. Il décide de partir chez Universal. Sony a l'habitude de signer des groupes de rap avec des producteurs. Donc eux, quand ils signent un label, ils signent toujours des lettres d'intervention entre Sony et l'artiste, en cas où il y a un conflit avec la production. C'est pour ça qu'on peut voir Gims sortir chez TF1, distribuer chez Sony. Ok, du coup qu'on comprenne bien, quand un producteur indépendant il signe avec un artiste et qu'après il signe lui-même avec une maison de disques, la maison de disques pour se protéger, elle dit si jamais l'artiste quitte le producteur, bah dans ce cas-là, l'artiste doit directement faire affaire avec la maison de disques. En disant j'ai investi sur un producteur, t'es plus avec ton producteur, dans ces cas-là faut qu'on bosse ensemble. Et donc du coup tu dis qu'à l'époque, mais du coup t'as dit Universal. Il a voulu signer chez Universal ou chez Sony ou chez non, TF1? le label Monstre Marin était chez Universal. Ok. Et il a signé chez TF1. Ok. Distribué par Sony. D'accord. Donc en gros, le label Playtoo s'est laissé distribuer par Sony les projets Maître Gims. Tout à fait. Donc en gros, les projets que toi tu devais avoir, finalement c'est Playtoo qui les produit.
c'est Sony qui les distribue, et toi par contre tu touches rien. Non, je touche rien. Mais il y a des contrats dans la musique. Comment ça se fait que t'aies pas gardé le projet? Au début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es obligé de faire valoir, tes contrats. Donc, j'ai fait valoir mes contrats. En France, ça met du temps. Ouais. Au bout de 3 ans, 4 ans, on essaie de trouver une solution pour pouvoir récupérer ces 2 albums que j'ai pas eu. Ok. Et c'est de là l'accord qu'on trouve avec Gims et la section d'assaut. Ils disaient que au début, on ne pas sortir l'album et tout ça. Un accord où ils remboursent un peu et ils nous donnent l'album de la section d'assaut, Le Retour des Rois. Donc si je comprends bien, Gims il devait 2 albums. Tout à fait. Finalement, il est sorti ailleurs. D'ailleurs, pourquoi il décide de pas rester avec Watibé pour les derniers albums? À un moment donné, quand tu commences à aller, on va pas dire chez l'ennemi, mais chez la concurrence Universal et Sony Universal, en vérité, c'est comme si c'était une guerre, même si c'est des gros majors. Et à un moment donné, le but de Universal, c'est de faire tomber les atouts de Sony. Ouais. Les atouts de Sony, c'était section d'assaut, Dawala, Maître Gims, tout ce qui est autour de Watibé, qui faisait aujourd'hui la lumière chez Sony. Donc le but, c'était de récupérer et de créer ce malaise qui a été créé, tu vois, où il y a eu tout ce qui s'est passé au début quand il disait il veut pas sortir la section d'assaut, il a bloqué la section d'assaut, tout ça c'était un manège en vérité. En gros, ce que tu dis, c'est que Gims il devait 2 projets, oui, et il signe du coup avec Playtoo, avec TF1, distribué par Sony. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que s'il a signé pour 4 projets, à quel moment il se dit je vais pas rester pour les 3e et 4e? Qu'est-ce qui justifie pour lui de pas rester pour le 3e et 4e? Quand mon contrat a fini à Sony, décide que je vais aller à Universal. Ok. Et moi, en fait, j'ai pas été là-bas. Je suis resté chez Sony. Donc, en voyant ça, il a décidé d'aller prendre Gims, de faire une société pour qu'il ouvre son label et qu'il soit là-bas. Alors que moi, j'avais déjà proposé son label chez Sony. Okay. Et il a préféré aller là-bas. Il s'est mis en fait quelque chose dans la tête. Après, je pense que l'entourage n'a pas été bon autour de lui, je pense. Et donc, il a décidé de faire ce label là-bas à Universal, qui a fait beaucoup de conflits. Ok, alors voilà, du coup, ça c'est super important ce que tu expliques, parce que du coup, je pense que c'est un des trucs que le public a pas forcément compris. Mais en gros, de toute base, Gims, il est libre. Après la section d'assaut, il a besoin d'une avance à un moment, et c'est toi qui proposes la meilleure avance le plus rapidement possible. Tout à fait. Donc à ce moment-là, Gims, il re-signe pour 4 albums avec toi. Tout à fait. Toi, sur ces 4 albums, tu devais en faire 2 avec Sony. Et tu fais ces 2 albums avec Sony, et Universal rentre en discussion avec toi, parce qu'ils veulent récupérer la suite, ils veulent signer le Watibé, ils veulent signer Dawala et Gims pour la suite. C'est ça, en gros. Sauf que toi, tu décides de rester chez Sony, et du coup, la solution que eux, ils trouvent, c'est d'essayer de signer Gims en direct. Voilà. Et en gros, ils arrivent à convaincre Gims de faire son propre label. Et là où toi, t'es dans cette logique de dire on le ferait mais avec Sony, et du coup ils arrivent à être convaincants auprès de Gims pour que lui fasse son propre label avec Universal, et c'est là où vous rentrez dans un conflit, parce que du coup, ça veut dire que lui, il va faire son propre label sur des albums qui t'appartiennent en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il fait son propre label, et en même temps il sort chez TF1 des albums qui m'appartiennent. Ouais. Mais pourquoi il sort pas chez Universal du coup? Peut-être qu'à la fin, une proposition plus intéressante quoi. Peut-être. Ok. Et quand lui, il part de chez toi, il te doit 2 albums, et du coup, c'est à ce moment-là que vous rentrez en justice. C'est ça. Avant même de rentrer, c'est, en fait, il vient pour qu'on le produise, il signe chez moi, on sort un projet, 2 projets. Ça commençait déjà un peu à être bancal. Ok. Et comment ça c'est bancal? Bancal parce que il me dit par exemple, d'organiser une tournée africaine. Ouais. J'organise une tournée africaine, il prend des avances. Des grosses avances, et il décide de pas honorer ses dates, quoi. Et il décide de garder l'argent. Et qui a fait l'avance? L'avance, c'est les tourneurs, c'est les pays en fait, parce que c'était les pays en Afrique, c'était. C'est eux qui ont fait l'avance, pas toi. Non, eux ils me donnent l'avance, moi je la remets à l'artiste. Ils ont fait une avance, et comme moi, il a décidé en fait de travailler avec moi sur la tournée africaine, je démarche les pays, et une fois qu'ils sont d'accord, ils donnent une avance. L'avance, ça permet de faire la tournée en vrai. Et il prend cette avance-là et il décide de faire avec un autre tourneur les dates. Donc les premiers avec qui on s'est mis d'accord, ils reviennent vers moi, ils me disent mais vous êtes en train de nous doubler en fait. Et c'est là en vérité d'où viennent tous les conflits. Donc c'est-à-dire il décide de garder l'argent. Il a gardé l'argent donc en fait il demande d'organiser une tournée en Afrique, toi t'organises la tournée. Et finalement, il décide d'organiser une tournée avec un autre tourneur. Tout à fait, sans rembourser les premiers. Du coup, en plus, toi, t'es en porte-à-faux, j'imagine, avec les mecs. Je suis en porte-à-faux. Et c'est là, ça vient le problème. Et moi, aujourd'hui, je suis obligé de trouver des solutions. Et c'est de là où un huissier intervient. D'accord. Et décide d'aller chez Gims pour pouvoir taper dans les ordinateurs pour dire que il a une autre tournée avec une autre personne et que c'est pas moi qui est en train de leur faire à l'envers. D'accord. T'as compris? J'ai capté. Et c'est de là, il mélange tout.
Ok. Il fait son rap, il raconte des histoires, mais la réalité, c'est ça en vrai. Ok. Le conflit part d'une tournée. Non, le conflit était déjà avant. Oui. Ça a duré sans qu'il rembourse plus de 3-4 ans, Ok. jusqu'à qu'on arrive à trouver l'accord de la sortie des Retours des Rois. D'accord. Donc en gros, vous vous êtes séparés au moment des 2 albums qu'il devait. Il le sort chez TF1. TF1 le distribue via Sony. Comme ça, il n'y a pas de conflit avec Sony. Et toi, vous avez du coup un désaccord là-dessus. Et l'arrangement que vous trouvez, c'est de dire, je sors le Retour des Rois en échange du fait que j'ai pas fait 2 albums avec toi. Les 2 albums que tu dois Ouais. et de l'argent que tu as pris, que tu pas remboursé. Donc moi, je m'arrange avec tous les artistes du label pour leur donner une avance. Ok. Tu vois, pour leur donner une avance pour qu'ils rentrent en studio et qu'ils travaillent. Et à la fin de la sortie de l'album, ils reprennent normalement le reste de leur avance. Si tu donnes 50%, ouais. Et quand ils rendent l'album et défendent l'album, tu leur redonnes les 2. Qu'on a peut-être un petit peu moins vite là-dessus. C'est-à-dire que toi, en gros, à partir du moment où Gims s'est dit choqué pour faire le Retour des Rois, parce que on a cet arrangement à trouver. Je te dois plus rien. Exactement. Donc toi, du coup, à ce moment-là, j'accepte. T'acceptes. Donc du coup, tu fais une avance à tous les artistes. J'accepte. On met tout sous contrat avec les avocats. Ouais. Comme ça, il y a pas de truc. Et il accepte. Comme ça, les artistes, ils sont augmentés. Mm-hmm. Et lui, il a plus à rembourser ce qu'il me doit. C'est-à-dire l'avance sur la tournée. Ok, donc en gros, toi, au moment où tu sais que le Retour des Rois va se faire, tu fais une nouvelle avance. Enfin, tu fais une avance aux autres membres de la section d'assaut. T'augmentes celle qui était prévue à l'origine du contrat, parce que j'imagine que le contrat que t'avais signé il y a plus de 10 ans, les avances étaient beaucoup plus faibles que celles du Retour des Rois. Donc tu fais une avance à tout le monde, et comme toutes les avances des artistes, c'est la moitié au moment où tu dis on va faire le projet, et ce sera la moitié quand ils vont rendre le projet ou le sortir. Voilà. Ou le sortir. Okay. Et du coup, donc à ce moment-là, du coup, il y a un arrangement autour du Retour des Rois. C'est que d'un côté, t'as Gims qui est prêt à le faire, t'as tous les artistes qui ont signé un contrat, et le Retour des Rois permet de trouver un arrangement aussi, de mettre fin au conflit que vous pouviez avoir sur les albums qui sont jamais sortis. Tout à fait. Et du coup, pourquoi à la fin, on dit que tu veux pas libérer cet album-là, si vous avez trouvé un arrangement autour de cet album-là? Parce qu'en fait, le problème qu'on a sur les réseaux, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, ça part partout, ils disent n'importe quoi. En tant que producteur, je peux pas investir autant d'argent et pas vouloir sortir le projet. La réalité, c'est qu'à un moment donné, moi aussi, je voulais pas aussi aller partout, parler, ça m'intéressait pas. Le vrai conflit, en fait, c'est j'ai donné beaucoup d'avance par rapport à... Quand tu dis beaucoup, on parle c'est quels ordres de grandeur? Plus de 2 millions. Ok. Donc, beaucoup. Donc, le but, c'était de sortir le projet. Ouais. Et à un moment donné, on n'a pas trouvé un accord parce que pendant la tournée, là, des quelques dates qu'ils avaient, ils voulaient sortir ça dans la tournée. Uniquement dans la tournée. Uniquement. Et moi, j'ai refusé. Et après, j'ai compris avec du recul, c'est que quand tu le sors dans la tournée, t'as pas le top en vérité. Okay. Mais si c'était pour sortir dans la tournée, il fallait pas me demander autant. Ok, ça c'est clair. Toi, t'as donné des avances considérable pour un projet sur lequel t'espérais peut-être faire double diamant comme t'avais fait sur les précédents. Non, pas double diamant. Aujourd'hui, c'est, même si t'avais vendu 300 000, 400 000, c'était bien. Mais ce qui est énorme, hein. 300 000, c'est énorme. Donc toi, t'es en mode, je mets des grosses avances parce que mon but, c'est je compte refaire un énorme succès. Et eux, ils veulent le sortir. Même pas. En fait, mon but, c'est de finir ce que j'ai commencé. Okay. Parce que, en fait, en dehors du succès, il y a eu une histoire. Même s'il y a eu quelques conflits, il y a eu une histoire. Une histoire d'amour. Mais Gims, il venait chez moi. Il mangeait avec mon fils, il faisait à manger du kebab. C'est-à-dire que je sais pas comment t'expliquer. On allait chez sa mère, je portais les valises de ses parents, je sais pas comment. C'est-à-dire qu'il y a un lien, quand je te parle d'amour, c'est qu'il y a eu un vrai lien d'amour. Il y a eu tout ce truc-là qui s'est passé et du coup, c'était important pour toi de finir l'histoire. Oui. Et du coup, au moment de finir l'histoire, du coup, tu t'acceptes de renégocier les avances parce que le statut, il a changé? Non, parce qu'en vérité, le statut, il a changé, oui et non. Parce que les artistes, aujourd'hui, il y en avait un ou deux qui fonctionnaient en vérité. Ouais. Tous les autres, c'est très compliqué. Mais le projet, la section, dans son ensemble, même si les artistes qui sont plus ou moins connus, logiquement, il aurait dû avoir un certain succès. Oui, il a un succès s'il y a des morceaux. Ouais. En fait, tout dépend des morceaux. Moi, j'ai écouté les morceaux, ils ont écouté les morceaux, ils ont pas pensé que c'était valable de sortir et puis on est. Mais t'as quand même donné des gros avances, c'est-à-dire que tu croyais à ce projet-là. J'y croyais à ce projet-là parce que je pense que le projet on aurait pu le faire très bien. Donc au moment où vous êtes sur le dernier projet de la section, toi tu refais une nouvelle avance et au moment où il s'agit de le sortir, là tu sens que eux ce qu'ils te proposent de faire, c'est de dire venez, on le sort que pendant les concerts. Intéressant. Et toi, à ce moment-là, tu te dis, bah non, j'ai pas investi avec un seuil de rentabilité où il faut que j'en vende 200 000, 300 000 pour que je m'y retrouve, pour qu'à la fin, on me vende dans des concerts pour en vendre maximum 100 000. Mais même, c'est pas rentable. C'est-à-dire, tu peux pas avoir un projet comme ça, vouloir le sortir dans les concerts. C'est l'apogée. Le Retour des Rois. Et c'est quoi eux qui sont quand même ambitieux depuis le début, pourquoi ils se disent on le sort que dans les concerts? Je suis pas dans leur tête, mais je pense que ils ont pas confiance. C'est tout. Ils ont peur que, genre, si jamais ça floppe, ça mette, il y a pas que ça, mais après, autour d'eux aussi, comme c'est la musique, il y a les critiques, il
il y a tout ce qui va autour, tu vois. Donc c'est compliqué. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous trouvez pas d'accord sur la sortie de l'album. C'est que toi, t'es en mode, je veux le sortir, mais je veux vraiment le sortir. Je veux le sortir, mais pas dans les tournées. Ok. Et maintenant, ils ont, tu vois, sur les réseaux, hein. Oui, on a décidé qu'on n'était pas assez on veut pas le sortir, donc... Et toi, dans ces cas-là, quand ça sort pas, qu'est-ce qui se passe des avances que t'as versées? Je sais pas. En tout cas, elles sont plus chez toi. C'est plus chez moi. En vrai, là, on a déjà commencé à parler de pas mal de sujets autour de la section d'assaut et de la relation artiste, mais je pense que c'est un peu une histoire qui est un peu plus globale, qui est de la difficulté d'avoir une relation entre artistes et producteurs. Et moi, j'ai une première question où je me demande des fois si c'est pas un peu la solution à tous ces problèmes-là. Est-ce que le fait qu'ils soient 8, est-ce que c'est pas ça le problème de base? À partir du moment où ils sont 8, financièrement, ça sera jamais énorme. Après, ça, comme j'ai dit, ça dépend. Après, tu sais, à un moment donné, et je peux comprendre, hein, un artiste qui commence quand on est plusieurs, c'est bien, tu vas en minibus, tu tournes à droite, tu vas à gauche, ça c'est bien. Mais après, quand tu deviens père de famille, quand t'as des gens à nourrir, quand t'as tout ça, c'est vrai que t'es plus dans le même mood. Donc à un moment donné, c'est vrai que moi, j'étais plus, tout le monde prend pareil. Mais tant que c'est section, c'est vrai que moi j'étais plus dans ce mood-là. Et peut-être que ça, à un certain moment, ça a pas plu. C'est vrai parce que j'ai vu une interview où ils disent beaucoup de choses. Où Gims s'est dit oui, j'ai dû intervenir pour qu'on puisse augmenter, mais ça a jamais été augmenté parce qu'en fait, il faut savoir un truc. Quand t'es un tourneur ou quand tu fais des dates, tu dis t'as 30% ou 20% pour le producteur. Ok, ça change pas. Maintenant, les artistes se partagent le reste, ça veut dire les 70%. Maintenant, moi je faisais par égal. Lui, ce qu'il voulait, en réalité, Gims, quand il dit il a fait une révolution pour lui. Lui, il voulait augmenter son salaire. Et il a augmenté son salaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne va dire, oui, mais Dawala, on me touchait moins, non, vous avez ce que vous avez, mais tout le monde avait égal. Et lui, il a dit, mais moi, je fais plus. Pourquoi aujourd'hui, je prendrais comme eux? Et lui, il a tourné autrement en disant, oui, j'étais obligé d'aller faire une révolution à Dawala. Non, Dawala, il donnait la part. Ouais. Donnez ta part. T'avais un manager. Et c'est pour ça que quand les mecs, ils disent, oui, il a pris ça, c'est le manager qui s'occupe de prendre tout ce qui est recette et derrière le donne à l'artiste. Pourquoi? Parce que sur cette recette-là, le manager récupère 10% à 15%. Mais alors ça c'est un truc important, c'est qu'en gros dans une tournée, les artistes ont un salaire à chaque date et à la fin de la tournée, il y a un partage du bénéfice. Tout à fait. Le producteur, il va en garder donc dans ton cas entre 20 et 30%. Tout à fait. Et les artistes vont en garder 70%. Sauf qu'à partir du moment où ils sont 8, du coup ça fait moins de 10% chacun. Voilà. Et ce que tu dis, c'est que en gros, Gims, quand il dit il a fallu que je me révolte pour augmenter les rémunérations, c'est que lui, ce qui peut aussi être légitime, c'est de dire je suis la star du groupe, je touche pas assez. Mais s'il touche pas assez, c'est qu'il faut aussi aller prendre sur les autres, en gros. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, quand on commence, nous, on se dit on est des frères. On dit on tourne tous ensemble pareil. Et on sait que derrière, tu vas sortir ton album en solo et tu vas prendre. Faut attendre. Maintenant, il est venu, il a fait la révolution. C'est vrai. Il voulait plus pour lui. Pas par rapport à ce que je prenais moi, par rapport à ce que ces artistes prenaient. Ouais. Après, derrière, il y a eu dans ces cas-là, toi, tu fais quoi? Parce que dans ce cas-là, moi, à la base, je défends. Je défends mes idées à moi, mon idée à moi, c'était que tout le monde prend pareil. Maintenant, s'il vient et il fait sa révolution et il décide de bloquer, et que tout le monde est d'accord qu'il prend plus, il prend plus. Okay. Moi, j'ai donné ma logique. À un moment donné, c'est vrai que t'avais Lefa, t'avais Gims, t'avais Black M qui était un peu dans le truc, mais on était un groupe. On a commencé comme ça, en vendant des t-shirts, en mangeant des thons à la catalane. On avait tous les mêmes parts. Pour moi, c'était logique d'arriver à finir le groupe. Et après le groupe, comme il fait là, il fait tous ses concerts tout seul. Chacun a cette réussite-là. Parce que il faut savoir que dès le début, quand on commence, les Gims et tout ça, ils sont au-dessus. Mais s'ils sortaient du cocon de la section d'assaut, aujourd'hui, je serais pas là. Mais ça, c'est important à souligner. Donc, c'était important le groupe aussi, même si il faisait moins d'efforts. Et ça, je t'expliquais que ma chance que j'ai eue, c'est d'avoir cette double culture, d'avoir grandi dans une basse-cour où il y avait tous les cousins, toute la famille, on était tous unis. Mais tu vois, le truc du groupe, je regardais une interview de Black M qui disait que par exemple, lui, quand il a fait sa tournée solo, tu as proposé que ce soit une tournée Watibé. C'est-à-dire que c'était Black M et les autres membres de Watibé. Et lui dit que c'était trop bien parce qu'il y avait une bonne ambiance et tout, mais qu'à la fin, du coup, il a touché moins d'argent parce que ça a été divisé parmi tous les artistes. C'était les premières parties et il faisait pas partie de son show. D'accord. Ça veut dire que c'était, par exemple, quand moi je tournais, je ramenais Linda. Ouais. Il y avait les Shinsekai. Ouais. Et pour moi, c'était normal. Parce que eux, quand ils sont arrivés, ils ont eu cette aide-là. Donc c'est normal que quand tu rentres dans une famille, que derrière, que t'as toute la visibilité de tout le monde, qu'on ramène un Dadju, qu'on ramène un Linda, qu'il y a des gens qui sont là et qui font partie du label, qu'on les fait profiter de la première partie. Et ils ont pas le truc, c'est des cachets de 150 €, ça fait 300 €. Et c'est pour ça,
tu te servais des artistes qui ont fonctionné pour faire monter les plus jeunes. En gros, c'était ça ta stratégie. Je prenais la première partie, même si c'était pas les artistes du label, ça aurait été quelqu'un de la ville qui allait venir, donc ça coûtait rien. Tout ce qui était dépenses à l'intérieur, ça venait pas de Black M, mais ça venait du label qui payait le transport des Linda, qui payait l'hôtel et qui donnait le cachet, ça n'a rien à voir. Donc en gros, ça touchait pas au budget de sa tournée, donc qui est les autres en première partie ou pas, ça changeait rien pour lui. Jamais. Et par contre, est-ce que tu penses pas qu'à un moment, tu souffres, tu vois, de la proximité qui crée le mépris? C'est-à-dire que, en gros, t'aurais été un gros label, t'aurais fait ça, on serait pas trop posé la question. Mais à partir du moment où t'es quelqu'un qui est proche d'eux, il y a un moment où, moi je le vois avec plein d'artistes, et quand c'est la maison de disques qui gagne de l'argent, l'artiste il dit c'est la maison de disques, ça les dérange pas. Mais quand c'est quelqu'un avec qui ils ont commencé, ils ont beaucoup plus cette tendance à vouloir regarder ce que gagne la personne en question. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est comme là, ce qu'ils font, comme j'ai dit, c'est juste la manière. C'est normal, parce que aujourd'hui, quand tu vas réussir, t'es dans une maison de disques, ils vont dire, c'est Gims, il est chez Universal. C'est Gims, mais c'est Dawa qui le fait. Donc c'est pas la même chose. Que ça soit un net qui est à côté de lui et que ce soit un net qui le connaît et qui le voit, que quelqu'un qui est boss à Universal, qui est à Tahiti en train de bronzer. Donc c'est pas la même chose pour eux dans leur tête. Et je peux comprendre. Comme j'ai expliqué, moi c'est juste la manière. Est-ce que tu leur as expliqué suffisamment aussi? Parce que tu vois, par exemple, le producteur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques pendant des années, et c'est normal que le jour où ça marche, il gagne de l'argent. Est-ce que tu as réussi à valoriser le côté, les gars, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la polémique, et tu disais, voilà, quand il y a eu la polémique, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu le marketing que j'avais mis dessus, j'ai dû organiser des concerts, j'ai dû mettre de l'argent. Est-ce qu'à un moment, ils ont réussi aussi à se dire, ok, c'est un producteur, quand on fonctionne, il gagne de l'argent, mais avant qu'on fonctionne, il a investi de l'argent, beaucoup d'argent, et il aurait pu ne pas gagner. Mais personne veut comprendre ces problèmes-là. Personne veut rentrer dans ça. C'est comme les gens qui sont assis, ils disent, il a gagné ça, ils vont faire le calcul, il a fait un disque d'or, 2 disques, il a gagné tant. Mais ils voient pas tous les problèmes qu'il y a derrière. Ils voient pas ce qu'ils vont payer en impôts. Ils voient pas ça, les gens. Ils veulent pas savoir ça. Ils veulent pas rentrer dans ça. Sinon, en réalité, quand tu regardes, tu t'assois. Tu fais les plus de 6 ou 7 grosses réussites du label Watibé. Tu regardes plus de 70 projets où ça a pas marché. Il y a eu que des pertes. Et il faut savoir, le label Watibé est l'un des labels ou le label qui a investi le plus dans la promo de ces artistes en passant par des clips à plus de 180 000 euros à des artistes qui sont dans le truc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, le logo, ils le connaissent. Parce que on a tellement investi dans la période où on avait ces artistes-là, qu'en vérité, c'est normal. Et c'est là où c'est un sujet que je pense qui est régulier. C'est que par exemple, tu vois, Section d'Assaut, t'as investi sur eux. T'as mis du temps, t'as mis de l'argent. Mais c'est de l'argent que t'as regagné derrière. Et c'est compliqué que, pour Section d'Assaut, je pense, de se dire, ok, nous, il a mis de l'argent, ça a gagné, et il s'y est retrouvé, donc tout le monde est content. Mais il faut que j'anticipe le fait que sur la part de Dawa, il va réinvestir sur d'autres artistes qui, ça se peut, vont pas marcher. Mais lui, il peut dire, c'est pas mon problème. Oui. C'est pas à moi de financer un mec qui marche pas. Mais à quel moment ils ont financé, en fait? J'ai pas compris. En se disant que si toi, tu gagnes de l'argent grâce à la production, au lieu d'augmenter leur part, toi, tu le réinvestis. Pourquoi augmenter leur part? Ils ont toujours été augmentés, les parts. Au contraire, j'ai même changé la façon de penser. C'était, au lieu de se dire, ils prennent 15, 17, 18, j'ai mis un plafond où c'était, plus tu vends, plus ton pourcentage y monte. Ok. Donc, à ce moment-là, tout ce que moi je gagne, c'était l'argent du label. Aujourd'hui, il y a aucun artiste qui va te dire que on n'a pas investi sur son projet. Et on a investi à perte, on a investi même quand ça allait pas. Il y a des artistes, ils fonctionnaient pas. Il y a des artistes, ils ont jamais fonctionné. Et pourtant, quand ils étaient dans le label, on arrivait toujours à les tenir à flot. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un truc où c'est Dawala qui a pas voulu sortir, et alors que le conflit, c'est pas vrai. Ok. Toi, à titre personnel, quand il y a toutes ces polémiques qui arrivent, comment ça t'impacte? Parce que j'imagine que réussir à bosser, à développer de nouveaux artistes, alors que t'as tous les gens qui vont dire qu'en gros, tu les as arnaqués, comment toi t'arrives à te remettre, par exemple, tu redéveloppes Katkeus et Tiakola après tout ce que t'as vécu. Comment t'arrives à te remettre dedans? En fait, moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un, c'est vrai que les gens qui me connaissent pas, si on écoute les histoires de tout ce que on dit, si tu vois Dawala, tu vas le voir en mode Dragon Ball, mais en vérité, les gens me connaissent. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec pratiquement tout le monde connaît mon fonctionnement. On juge quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa carrière. Aujourd'hui, on peut pas venir dire que l'autre il a volé, il est encore là, c'est pas possible. Ça existe pas en vérité. Il faut savoir un truc, par exemple sur les tournées, comme il a dit, ça existe pas. C'est-à-dire que si ils sont 8 sur une tournée, c'est des cachets. Et moi, la chance que j'ai eue, que ça soit en production ou en tournée, j'ai toujours travaillé avec des professionnels.
Ça veut dire j'ai travaillé avec Yuma Prod. Yuma Prod, c'est lui qui se donnait des cachets. C'est qu'en fait, quand tu fais une tournée, toi, tu donnes un salaire sur lequel il y a des charges sociales. Le salaire, c'est 500 €. Ça te coûte 800 €. C'est 1000 € et ça fait 1300 ou 1400. Ouais. C'est 1000 € brut, 1300 € en tant que producteur. Et là, c'est l'argent qui va toucher par date. Mais ce qui compte dans une tournée, c'est le bénéfice qui reste. C'est combien il reste à la fin. Combien il reste à la fin, c'est tu calcules tout ce que les artistes ont touché, ceux qu'on travaille dans la lumière, ceux qu'on travaille dans les sons, l'équipe technique, le décor, les déplacements, les vigiles, tout ce qui est autour et tout ça. Et à la fin, il y a un bénéfice. Et sur ce bénéfice-là, il a oublié de dire qu'il a pris 300 000 €. Tu vois, et que les mecs, ils ont pris. Mais après, quand t'arrives et que tu dis ça, et que les gens prennent l'information, oh, mais nanana, c'est normal qu'ils vont dire que t'es un voleur. Mais quand t'expliques bien les choses, et que les gens, ils oublient de dire les choses, tu peux pas dire ça. C'est qu'en fait, du coup, en l'occurrence, l'artiste qui dit j'ai touché que 1000 € sur mes concerts, d'extérieur, on peut dire, 1000 € ça paraît pas beaucoup. Mais en fait, non. T'as touché 1000 € pour la représentation, mais à la fin de ta tournée, il y a eu un partage des bénéfices sur lequel tu as touché 300 000. Mais aujourd'hui, si tu viens et tu dis, mais l'autre, il m'a donné ça, mais il m'a pas donné. Mais en vérité, il y a des calculs à faire. Ouais. Et eux, ça les arrange, ça, en vérité, de salir l'image. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Mais en réalité, moi, je suis encore là. Je marche tout seul. Tu vois, donc ça veut dire que les dires des gens, c'est bien de dire les choses, mais la réalité, elle est là. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, toi, ce qui est compliqué dans ta situation, c'est qu'en fait, le monde de la musique, le business de la musique, il est complexe. Et que du coup, d'extérieur, si on isole que des passages, ça te donne le mauvais rôle. De ton point de vue, ça te donne le mauvais rôle, alors qu'en réalité, faut regarder le truc dans son ensemble. Mais ces conflits-là, si toi, de ce que je retiens, c'est qu'ils viennent principalement, finalement, tu dis que c'est les entourages qui ont cassé la dynamique. Non, je pense qu'il n'y a pas que l'entourage. Je parle de l'entourage parce qu'il y a eu ça. Mais en vérité, il y a eu la réussite. C'est comme tu as dit, c'est compliqué de se dire, lui, il vient d'où? Il vient du bled. Elle a même pas fait d'école et tout ça. Il arrive à faire tout ça. Donc la plupart des gens qui travaillent à côté de moi, ils se disent, en vérité, nous, on peut faire pareil. Et c'est pour ça qu'ils ouvrent des labels après à un moment donné quand on arrive, et il y a tous ces conflits-là autour, tu vois. Je vais pas dire il y a un peu de jalousie, mais il y a un peu d'incompréhension, et se dire comment lui, il a réussi, parce que derrière, quand tu vois Pascal Ney, comment il fait pour récupérer Gims? Vas-y, je vais te faire un label comme lui, tu vas faire ta marque, tu vas le mettre à Châtelet, à Vortex comme lui, nanani. Mais c'est pas que ça. Il y a un travail autour de ça, tu vois. Et c'est vrai que les gens, moi, la différence c'est que moi, quand je travaille avec les gens, je travaille avec eux, je travaille avec leur famille, je suis quelqu'un vraiment d'impliqué dans ce que je fais. Et ça, comment tu aurais pu éviter tout ça? Tu peux pas éviter la réussite. Toi, tu dis, à partir du moment où il y a une réussite, ça peut pas fonctionner. Non, ça peut fonctionner. Avec les artistes derrière. Non, il y a des artistes, ça peut fonctionner, ceux qui ont de l'expérience. À partir du moment où il y a de la réussite, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, il faut regarder, que ça soit dans tous les groupes de rap, dis-moi un groupe de rap aujourd'hui qui a fonctionné où il n'y a pas de problème. Dans le groupe, là, j'ai l'impression que le problème, il était plus avec le label, avec toi. Non, c'est ce qu'on t'a montré. Mais aujourd'hui, le label, il est plus là. Pourquoi ils travaillent pas ensemble, là? Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on a voulu te montrer. Et il faut faire attention. C'est pour ça quand je dis, vous n'étiez pas là au mariage. Dans le divorce, il faut éviter de parler. Parce que quand vous parlez, il faut bien regarder. En parlant d'artistes Watibé, je pense que c'est intéressant d'en parler, c'est Dadju. C'est qu'en gros, tu commences à le développer en groupe. Et finalement, il sort son premier album solo ailleurs qu'avec Watibé. Comment ça se fait? Moi-même, je me pose des questions. C'est qu'au début, en vérité, j'ai produit une partie de son album. J'ai payé des enregistrements, j'ai tout payé. Et un jour, je me lève, je vois qu'il a signé dans une autre boîte de prod et il est parti. Voilà. Mais pourtant, en interview, il explique qu'à un moment, tu l'avais un peu piégé en rajoutant une clause sur son album solo dans son contrat contre une avance dont il avait besoin dans l'urgence, entre guillemets. Ouais, non, c'était pas une avance où il avait besoin, c'était aujourd'hui, il était en difficulté. Okay. Donc, je fais son premier contrat. Il est revenu 1 mois après ou 2 mois après. Il avait un vrai problème. Pendant 1 an, ils n'avaient pas payé le loyer et il devait se faire virer de chez eux. Donc, j'étais obligé de réagir automatiquement. Ou j'ai rajouté de l'argent en plus. J'ai pas changé le contrat parce qu'en fait, il a le même contrat que Tal. Okay. C'est le même contrat. Donc, ils ont signé le même contrat. Il dit comme quoi on a ajouté une clause. On n'a ajouté aucune clause et c'était tout à fait normal, comme sur les premiers projets de Section d'Assaut où on a sorti des albums et à un moment donné, les mecs étaient libres.
Et donc pour moi, c'était pas logique de travailler pendant 8 ans, 6 ans des artistes. Et quand il y avait l'album solo qui allait sortir, ils pouvaient aller ailleurs alors que toi, t'as travaillé 6 ans où t'as rien gagné. Donc c'était normal de garder le dernier projet. Et c'était logique par rapport au fonctionnement de la musique. Malheureusement, moi, j'ai investi de l'argent dedans. Je pense que j'ai beaucoup aidé parce qu'on dit beaucoup les choses. On dit pas que, en fait, pourquoi t'as eu le deuxième contrat? C'est parce qu'en fait, t'avais besoin d'aide. Et cette aide-là, on te l'a donnée. Maintenant, t'as sorti ton album là-bas. À cause des clauses, parce que tu parles pas à cause des clauses, aujourd'hui, tu as réussi à partir et tu dis comme quoi... Comment il a fait du coup pour s'en tirer en fait, nous, on est des producteurs, on n'est pas des avocats. Donc aujourd'hui, il y a eu un contrat qui a été fait qui dit comme quoi, tant qu'il reste en groupe avec Tal, il a le droit d'aller en solo un peu à droite. Le jour où il finit des groupes, il devrait peut-être un album à Dawala. Donc là, aujourd'hui, en vérité, c'est fini, mais c'est que verbalement. En fait, c'est qu'en gros, le jour où il se sépare de son groupe, il doit faire un album pour toi. Mais comme officiellement, il est pas séparé, du coup, il a jamais fait d'album pour toi. Voilà. Ok. Et du coup, il y a eu toutes ces histoires-là avec cette génération d'artistes où effectivement, ça a été une période un peu compliquée. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de succès. Et je pense que c'est fait d'avoir beaucoup de succès à un moment où il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui avaient autant de succès. Parce qu'on peut même dire qu'à un moment, Watibé a relancé le rap français en termes de succès commercial. Et il y a eu toutes ces périodes-là. Puis il y a eu une deuxième période où il y a eu Mafia Spartiate, où il y a eu Codes. Et il y a aussi une signature qui, pour moi, me semble ultra importante. Parce qu'en plus, ça fait beaucoup de parallèles avec la section d'assaut et Maître Gims, c'est au moment où tu signes 4 Cus. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu signes 4 Cus? Je signe au moment où je suis en train de faire en 2017, où je suis en train de faire La Nuit du Mali. Ok. En concert. Donc, ce qui est important, surtout quand t'es un producteur, c'est de créer des événements, ramener des artistes en développement et pouvoir les accompagner. Donc, ils sont venus. Il y a eu un beau feeling qui est passé avec le manager Tyson, avec les artistes, avec Tiako, avec tout le monde. Et on a commencé à produire ce projet-là. Ouais. On savait pas, c'était très compliqué. Les premiers albums, c'était compliqué. Les deuxièmes albums, c'était compliqué. On a eu la chance d'avoir le disque d'or sur le dernier album. Et j'ai eu la chance de pouvoir produire l'album de Tiakola, l'un des plus gros. Ouais, du coup, sans aller aussi vite que ça, au moment où tu les rencontres, du coup, vous discutez, vous avez un bon feeling. Mais est-ce que eux, à ce moment-là, ils ont pas peur de la réputation que tu pouvais avoir? Parce que c'est le moment où il y avait déjà les conflits. Comment t'arrives ils ont pas peur, les gens, en fait. Parce que quand on voit, par exemple, on peut avoir peur quand on écoute des gens. Mais quand on voit une personne qui vient et qui est dévouée et qui fait son travail, parce que aussi c'est vrai que ta réussite, la réussite qu'on a eu tellement de réussite qu'à un moment donné, t'es aussi obligé d'avoir quelques problèmes quand t'as des réussites. Donc les gens savent ça. Donc au jour d'aujourd'hui, c'était quoi? Comme je t'ai dit, il y avait rien de concret. Et j'ai eu la chance, ils m'ont fait confiance. Et cette confiance-là, derrière, il y a de la réussite. Et au moment où tu signes 4 Cus, il y a un sujet, puisqu'ils ont un groupe plus gros à la base et qui se séparent au moment où toi tu les signes. Non, je les signe tous en même temps. Tu les signes en même temps? C'est pour ça qu'il faut pas écouter tout. Ils signent tous en même temps. Et après, quand ils signent en même temps, il y a un problème qui arrive parce qu'il y a un producteur qui est un peu jaloux, qui appelle des gens pour pouvoir casser l'ambiance de ce groupe-là. Et à un moment donné, il y a eu des menaces, il y a eu tout. Donc le groupe s'est séparé. Ouais. Mais est-ce que tu dis pas que t'es maudit à ce moment-là? Genre, tu prends un nouveau groupe. C'est pas maudit. Et il y a de nouveau un problème. Non, c'est pas maudit. C'est normal qu'il y a des problèmes. Ou t'as déjà vu une réussite ou quelque chose qui fonctionne, qu'il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Quand ça fonctionne, il y a toujours des problèmes. T'as déjà vu quelque chose qui fonctionne où il n'y a pas de problème? Mais là, au moment où tu les récupères, ça fonctionne pas vraiment encore. Oui, mais on sait que ça va fonctionner parce que quand je les récupère, il n'y a pas de problème. Mais quand je commence à mettre quelques stratégies en place, ils sont habillés pareil, ils vont en concert, il y a de la visibilité. Ils disent, il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est les petits de vos quartiers, les gars. Allez les chercher, on peut prendre ça. Donc les mecs, ils mettent des problèmes dedans. Et là, les problèmes, ils arrivent. Et là, je suis obligé de protéger ceux qui veulent être avec moi et laisser ceux qui veulent partir. Et commencer à travailler. Comme on l'a dit, sur des 4, 5, 6 ans. Et arriver où on doit arriver. Okay. Mais je peux pas me dire, moi, aujourd'hui, je suis maudit. Moi, je suis béni. Pour moi. Pourquoi? Parce que, en vérité, c'est une chance de vivre tout ce que je vis. Même s'il y a beaucoup de conflits, c'est une chance. Et du coup, tu développes 4 Cus. Et effectivement, c'est un développement qui a été long, qui a pas été aussi impressionnant que celui de la section, mais ça finit quand même sur un disque d'or sur le dernier projet. Et après, tu produis le premier album de Tiakola. Et qui, lui, est du coup un énorme succès. C'est-à-dire que, il est quoi, triple platine, diamant? Il est diamant. À un moment où c'est encore plus dur de faire des diamants, j'ai l'impression. Et à ce moment-là, avec Tiakola, pour le coup, vous faites un album. Après, il se lance tout seul. Il crée son propre label. Mais pour le coup, j'ai l'impression dans une relation beaucoup moins conflictuelle, puisque même quand il fait son Bercy, il te fait une interview toi dans le Bercy, enfin une interview qui est diffusée, parce que du coup ça fait partie de son histoire à lui. Est-ce que t'as quand même été déçu de pas le garder après ce premier album? C'est comme si t'avais Neymar dans ton club, tu veux toujours qu'il reste chez toi, mais à un moment donné, on a gardé une bonne union, ce qui est important.
Derrière, on est toujours en contact. S'il y a des trucs à faire, on va le faire ensemble, tu vois. Il y a pas de problème parce que les choses ont été faites. Je les ai accompagnés en tant que producteur. On n'a pas vécu exactement un tout petit peu, mais on n'a pas vécu ce qu'on a vécu avec la section d'assaut. Et aussi, un autre truc que tu dis, c'est qu'effectivement, en fait, Tiakola n'a pas eu de conflit parce que pour toi, il a été au bout de ses engagements. Tout à fait. Du coup, il a fini ses engagements et après... Qui veut, même toi, t'es producteur, t'as un artiste qui fonctionne, est-ce que tu veux qu'il parte? Moi, je préférais qu'il reste. Voilà, tout le monde préfère qu'il reste, mais maintenant... Et tu penses que c'est possible de le garder? Moi, je pense que quand t'as des ambitions et que t'as une stratégie et t'as une équipe derrière, t'as envie de montrer toi aussi. Et c'est là l'expérience. Là, on parle d'expérience. T'as envie de montrer que t'es aussi capable de produire tes propres projets en même temps, mais sans cracher sur celui qui t'a créé, en allant au bout de ce que tu dois faire, en étant net. Ce que tu dis, c'est que naturellement, au bout d'un moment, quand il aura fini son contrat, il aura envie de se produire. Non, tu peux garder un artiste parce qu'en vérité, tu peux toujours garder un artiste. Un artiste, il peut toujours, s'il veut, il reste avec toi en vérité. C'est-à-dire que même là, il est parti, mais demain, il peut revenir. Il va dire, ouais, vas-y, viens, on travaille ensemble. Parce que on est parti dans des bonnes conditions. Donc ça veut dire que t'as envie de ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est le jeu de la production. C'est qu'à un moment tu produis quelqu'un et un jour il a envie de s'émanciper, de se produire lui-même. C'est normal. Et ça fait partie du jeu. Et moi je pense qu'il faut, quand ça se passe comme ça dans des bonnes conditions, il faut l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Et comme j'ai dit, demain c'est du business. Demain il peut revenir et dire bah vas-y viens on travaille ensemble. Mais voilà t'auras 20%. Vas-y on suit. Tu vois, moi je trouve ça logique. Et parce que tu vois, on a reçu Guillaume Delowood qui lui fait que du développement, que des assistants contrat d'artiste, et il dit moi je me suis fait à l'idée que une fois que le mec a fini son contrat d'artiste, en fait il va partir parce que il voudra pas qu'une coproduction, il voudra pas qu'un truc, à un moment il aura envie d'avoir son propre truc. Si tu lui apportes pas ce qu'il a besoin, oui. Et même si tu l'apportes, parce que c'est toi t'aurais pu encore apporter des choses à Tiakola. Non, mais Tiakola au jour d'aujourd'hui, j'aurais pu accompagner, mais aussi il découvre. Il met des gens en place et il découvre parce qu'on reconnaît la valeur d'un homme au nombre de fois qu'il est tombé. Aujourd'hui, il est jamais tombé, il était autour de Dawala. Là, aujourd'hui, il se développe lui-même. Ça se trouve, il va revenir avec l'expérience qu'il aura et l'expérience que j'aurai. On pourra faire un projet. Et là, comme les gens, ils aiment, c'est les histoires. Quand tu vois, en vérité, même toi, quand tu vois un père de famille avec ses enfants, tu vois qu'il y a un conflit toi-même. Tu veux pas. Tu dis, il faut qu'il respecte l'adulte, il faut que la famille fonctionne ensemble. C'est qu'aussi ce qui a rendu difficile la situation avec la section, c'est que toi, t'étais en mode, j'ai fait plus que producteur, donc t'attendais peut-être plus de reconnaissance. Au moment où on a commencé à me critiquer et dire, bah mais toi, t'es là. Mais les gars, vous avez oublié quand les mecs qui voulaient pas faire chanter mes artistes Gims, qu'aujourd'hui tout le monde adulte, qui voulait pas le faire chanter, c'était moi qui étais là. Mais donc c'est ça que je suis en train d'expliquer aux gens en disant, attention, vous êtes en train de me dire que je vais bloquer quelque chose que j'ai créé. Et même le truc de la section d'assaut, le dernier album, je voulais absolument le faire, pas que pour les ventes, mais pour l'histoire. Et les gens, ils ont pas créé ça parce que ça fait grandir qui en vérité? Eux, ils ont déjà fait leur truc, ça fait grandir le producteur, puisque c'est une histoire aujourd'hui. Mais moi, de ce que je retiens un peu de ce qu'on se dit, c'est que je pense quand même que quand le côté très famille du début, il est compliqué en termes de business après. Ça crée un espèce de décalage. Ça veut dire que ça, tu vois, il y a des attentes. Tu peux avoir des attentes toi de continuer ensemble par exemple parce que t'as donné beaucoup au début et que sur une relation plus purement professionnelle comme t'as pu avoir avec Tiakola, ça a été aussi plus fluide, tu vois. Pour moi, c'était un travail de famille. La réussite, c'était une réussite de famille. Après, il y a eu des conflits à cause des réussites, à cause de tout ce qui est autour et tout ça. Pour moi, c'est une famille en vérité. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme si c'était mes frères. C'était famille. En parallèle de la partie musique, t'as fait d'autres choses avec Watibé. T'as fait notamment des choses dans le sport. T'as fait notamment l'événementiel avec la Nuit du Mali. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai eu la chance de faire la Nuit du Mali en tant que Malien. Un moment difficile par rapport à mon pays où il y avait la guerre, où il y avait beaucoup de problèmes. Et je voulais essayer de réunir ici et montrer tout ce qu'on faisait de bien chez nous au Mali. Donc autour de ce concert-là, pendant les 1 an, il y a eu beaucoup d'événements autour de ça. Le vivre ensemble, comment être entrepreneur, découvrir tout ce qui se passe dans mon pays, les fruits, tout ce qu'on fait là-bas. Et derrière, il y a eu ce concert où ça a rassemblé beaucoup d'artistes maliens et des artistes français. On l'a fait en 2017 et en 2019. C'était vraiment pour montrer une image, une autre image du Mali. C'était important pour moi. Et derrière, c'était sur le travail que je fais. Et maintenant, la chance que j'ai eue, j'étais dans le foot, je suis toujours resté, même quand je produisais. C'est vrai que le premier club que j'ai sponsorisé, c'était le Montpellier Hérault avec Louis Nicolin. Et j'ai eu la chance de rester toujours dans le foot, Stade Malherbe de Caen et aujourd'hui Poitiers, de pouvoir toujours être dans le football et d'ouvrir une structure qui accompagne les jeunes et les familles dans ce domaine-là.
Et j'ai une marque de textile aussi qui habille les clubs de foot de la région parisienne. Ok. Et l'équipe nationale de basket du Mali. Ok. Et du coup, sur le sport, en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis un peu par rapport à ton activité, donc en gros, tu conseilles des artistes, c'est ça? Enfin, tu conseilles des joueurs. Ouais. T'es agent ou ou tu les conseilles seulement? Je suis dans une structure d'agent. Ok. C'est-à-dire la structure dedans Watim Sport, Ok. où il y a la licence et dedans il y a tout ce qui concerne le circuit pour accompagner un joueur au plus haut niveau. Et j'ai l'impression que le point commun entre tout ça, entre ce que tu fais dans la musique et ce que tu fais là actuellement avec les joueurs, c'est que t'as quand même cette force de conviction et d'accompagnement autant au niveau des joueurs que des familles. Et est-ce que toi, c'est ça que tu fais avec ça? C'est-à-dire que tu vas les accompagner et est-ce que cette activité, c'est une activité qui commence déjà à se développer et à être une activité rentable? C'est vrai, en fait, il faut être patient. Ouais. Il faut être patient. C'est une activité plus que la réussite, c'est une passion. Ouais. Parce que moi, la musique, j'ai découvert par rapport au foot. Donc, j'ai joué plus de 25 ans au foot. Je pense que j'ai de l'expérience et je peux conseiller par rapport à toutes les difficultés, moi, parce que j'ai grandi dans une famille où c'était pas facile. Ouais. Et j'aimais le football. J'avais pas de conseiller. Donc, je pense que tout ce que j'ai vécu, au moment où je les ai vécus, je pense que je peux conseiller les jeunes et les conseiller pour qu'ils rentrent dans le droit chemin, on va dire. Et t'as des joueurs déjà qui commencent à fonctionner avec ton activité? La structure, il y a des joueurs qui commencent à sortir. Ok, ça tue. Donc là, en reparlant un peu de Watibé, t'as eu du coup 3 générations. La première, comme tu disais tout à l'heure, intouchable. Après, il y a eu la deuxième génération, on va dire tout le clan, section d'assaut, etc. Après, du coup, moi, il y a eu la troisième génération avec Mafia Spartiate, Tiakola, Katkeus. Et là, récemment, en début d'année, il y a une annonce qui a été assez importante dans le rap, c'est que Sony Music France a annoncé avoir racheté Watibé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement? J'ai vendu le bas de catalogue, ouais. Watibé, et aujourd'hui, je continue toujours à produire. Ok. Et voilà, on a vendu juste le bas de catalogue. Ok, donc le bas de catalogue, en gros, t'as revendu ce que t'as produit jusqu'à présent. T'as revendu tous les albums. Pas là. La dernière année, non. Ok. Donc ouais, t'as revendu les albums qui étaient déjà sortis sous le nom de Watibé directement à Sony. Pourquoi? Parce que je me trouvais à un moment donné, il fallait renouveler. Okay. Pour moi, il fallait renouveler et repartir vas-y, avec des nouvelles idées, avec des nouveaux projets. Et comme j'étais capable, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Watibé, il est encore là. Le label, il est là pour sortir les nouveaux projets. Et on a gardé les projets comme Moon, les projets encore en développement. Comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de dire, je dis toujours que le Watibé, c'est un centre de formation. Donc, on prend les artistes, on les garde pendant 6 ans, 7 ans, et après, il y en a qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Ok. Donc, en fait, à Sony, t'as vendu le catalogue de Watibé, mais Watibé continue à exister et tu continues, du coup, à faire du développement d'artistes. Tout à fait. Et tu continues à le faire avec Sony ou Non, je suis libre. Là, pour l'instant, tu es libre. Je suis libre, je travaille avec Sony sur des projets, je travaille avec Because. Ok. Pourquoi tu continues à produire, sachant que t'as déjà eu un énorme succès, t'as eu la chance d'en refaire un deuxième avec Tiakola. Et c'est quoi que tu cherches à en faire un troisième? Comment ça se fait? Non, en fait, le label Watibé, c'est moi, en fait. Je peux pas le fermer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis je suis là, c'est Souris, mon fils, qui produit, que j'accompagne. Il y a Arunak dedans, qui a fait tous les succès du Watibé. Moi, je suis plus aujourd'hui l'accompagnateur, on va dire, des projets et le conseiller des projets. Voilà. Ok, d'accord. On arrive là doucement à la fin du podcast. Donc là, j'ai encore 2-3 questions à te poser. Une première question, tu viens du 19e. Je viens du 18e et 19e. En fait, moi, quand je suis arrivé, je suis resté 3 ans dans le 18e à la Goutte d'Or. Ok. Et après, j'ai grandi toute ma jeunesse dans le 19e. À Danube. Ouais, Danube. Et là, en ce moment, il y a une génération du 19e qui est en train de s'exposer. On a la Mano, on a la Rafleuse, on a la Asba, on a la Grinta et d'autres. Quel regard t'as, toi, sur cette scène? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Comment tu vois les choses? Oui, je vois ce qui se passe. Je suis content parce que c'est vrai que nous, quand on a commencé, c'était Taïboung, c'était Oxmo de Danube, c'était Pete Bacardi qui était à Place des Fêtes. Et là, quand je vois les GRK, les Samou, tout ça, je suis content. Et d'ailleurs, il devrait avoir un truc qui est en train de se préparer. J'espère que ça va se faire. Un projet 19e. Ok. Et si je peux aider, je participerai à ce projet-là et donc ce sera magnifique. Ok, une boucle qui se ferme. Dans les autres questions que je peux avoir, c'est que tu vois, toi t'as commencé la musique il y a des années. Oui. Est-ce que tu trouves que c'était plus dur ou plus facile que maintenant? Parce qu'en gros, dans les années 2010, il y avait moins de succès, mais t'as quand même réussi à faire des gros succès. Ouais. Donc est-ce que toi tu trouves que c'était plus facile ou plus dur? En fait, c'est plus risqué maintenant. Pourquoi c'est plus risqué? Ok. Parce que tu peux venir sur un succès, tu mets tout, mais après tu glisses. En vérité, t'existes plus. Tandis que quand il y a quelqu'un qui est arrivé avant dans le temps, il était validé, il restait longtemps.
Ok, Là, intéressant. tu peux arriver j'ai vu beaucoup de jeunes qui arrivaient sur un titre où moi j'aimais bien, tu vois. Et après, ils n'existent plus. Il y a pas l'identité. Il y a la stratégie aussi à mettre et être au bon moment, au bon endroit. Et surtout, persévérer. C'est qu'en gros, toi, t'étais à une époque où c'était plus dur de réussir, mais quand tu réussissais, tu restais plus longtemps. Ah. Et là, c'est plus facile d'exploser, mais par contre, ça peut redescendre très vite. Très, très vite. Il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de personnes mal intentionnées qui essaient de s'immiscer dans la musique, et ça rend le rap de plus en plus dangereux pour des artistes qui ont des conflits avec des gens dehors, etc. Toi, t'as fait 20 ans de succès dans le rap. Donc j'imagine que plus d'une fois t'as attiré les intérêts de personnes peu recommandables. Comment t'as réussi à gérer ça? Je suis moi-même. Ouais. Et j'essaie de gérer tous mes conflits comme dans la vie. J'essaie d'être humble et d'essayer de communiquer. Ça m'a beaucoup aidé. Et peut-être que je viens du 19 aussi. Et tes artistes, t'as réussi à les soutenir dans ce genre de moment parce que j'imagine qu'eux aussi ils ont été ciblés par ce genre de choses. Oui. Après, comme je dis, c'est mon rôle en tant que Dawala, pas producteur, en tant que Dawala, de pouvoir aider tous mes artistes dans les conflits qu'ils ont. Ok. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai 2-3 dernières questions. Première question, c'est plutôt une question ouverte. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans ce podcast dont tu voudrais qu'on parle? Non, je pense qu'on a parlé de tout en vérité. Et moi, de toute façon, avec tous les interviews que j'ai fait, à chaque fois, on parle toujours pratiquement de la même chose. Et ce qui a été important aujourd'hui, où je suis content, c'est que j'ai pu m'expliquer et expliquer un peu le fonctionnement, ce qui a été important pour ceux qui comprennent pas, et surtout sur les gens qui sont sur les réseaux, qui prennent directement, qui disent des choses sans réellement vérifier la nature des choses. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été important. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ta carrière? J'ai eu beaucoup de souvenirs en vérité. J'étais content quand j'ai fait le premier Bercy avec la section d'assaut. J'étais content un peu plus quand j'ai fait le premier Bercy, la nuit du Mali, rassembler toute l'Afrique, tous les Maliens, toute la France, tout le monde. Franchement, j'ai eu beaucoup, je pense que quand on a sorti En attendant l'apogée, ouais, on était tous soudés et donc là, franchement, c'était lourd. Et 4 queues. Ok. Tu m'as donné beaucoup de souvenirs, mais le premier qui est venu, c'est quand même le Bercy de la section. Ah. Qui était à l'époque. En vérité, même la section d'assaut, malgré qu'il y ait des trucs, section d'assaut, ce qui s'est passé, c'est inoubliable. C'est là où on parle de l'arrivée, des problèmes, mais en vérité, avant d'arriver, on se tapait des barres, c'était vraiment, c'est des souvenirs. Et c'est vrai que quand on est sur le travail, on se rend pas compte de ce qu'on réalise. On se rend compte de ce qu'on réalise quand on a fini. Là, par exemple, moi, quand j'étais sur le travail, je me rendais pas compte de tout l'impact que ça faisait. Aujourd'hui, je me rends compte. Ouais. Avec tout le travail qu'on a fait. Parce qu'à l'époque, t'étais déjà en train de penser aux étapes d'après, donc t'avais pas le temps de... C'est-à-dire, j'étais tellement dedans, ça demandait beaucoup d'efforts. On parle de financier, mais ça demandait aussi, moins de temps avec les parents, plus de temps dans la rue, plus de temps dans les stratégies, plus de temps dans le marketing, dans tout ça. Donc c'est vrai que aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je me rends compte de ce que l'Ouatibé a accompli. Et à l'inverse, c'est quoi ton pire souvenir de ta carrière? Le pire souvenir, quand il y a eu la polémique, c'était chaud parce que là, voilà, il n'y avait pas de choix. Après, quand toutes les dates, ils ont été annulées aussi, des concerts, c'était la première fois, on n'était pas habitué. C'est tous les trucs où j'étais pas habitué que ça arrivait. Ok. Donc ouais, la polémique, c'est vraiment le truc, c'est le premier gros coup de frein que t'as eu. Quoi. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a particulièrement aidé ou inspiré pour ton parcours? Mon père. Ok. Mon père, comme je t'ai expliqué, moi aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui est meneur. Et la personne que j'ai vu faire ça, c'est plus mon père. Ok. Résoudre des problèmes. Et toute dernière question, quel conseil tu donnerais toi au jeune Dawala au moment où il produit sa première compile? Ça va être dur. Ouais. Mais ne lâche pas. Et quand ça commence à être dur, c'est que ça va aller. Merci Dawala. Merci. Merci à tous d'avoir écouté Rap Boss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur notre Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rap Boss est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 Médias, soutenu par la SCPP et le Centre National de la Musique, jingle par Franklin, logo par Maxime Masgros, enregistrement par Grand Paris. À bientôt.